Merci beaucoup, Jean. Bonjour tout le monde. Là, il va y avoir deux peut-être mini-modifications par rapport au résumé qui vous a été présenté. Il y en a une qui est vraiment une petite modification, puis l'autre, c'est plus une précision. Là, c'était correct plus loin dans le résumé. Dans le fond, la présentation, c'est pas vraiment sur les réseaux de neurones en hydrologie en général. C'est vraiment sur un sujet très, très, très précis qui implique l'utilisation de réseaux de neurones ou de techniques d'apprentissage machine en hydrologie, c'est-à-dire qu'on va parler d'assimilation de données. Donc, comme c'est marqué ici, puis c'était ça le titre, en fait, aussi de la présentation. Donc, c'est vraiment l'utilisation de réseaux de neurones, mais pour l'assimilation de données. Donc, pas pour comme n'importe quel sujet en général. Comme vous le voyez, c'est un travail qui a été fait en collaboration avec des collègues de l'Université de Waterloo et McGill. Donc, ça, c'est un peu le contexte de comment on en est venu à travailler là-dessus. Les réseaux de neurones puis les techniques de machine learning, ça fait longtemps que c'est utilisé en hydrologie, donc ça fait au moins 25 ans. Puis l'utilisation principale, c'est souvent que les gens vont utiliser des réseaux de neurones ou une autre technique pour remplacer un modèle hydrologique qu'on pourrait appeler traditionnel. Donc, au lieu d'avoir un modèle comme, je ne sais pas moi, Hydrotel ou quelque chose comme ça, bien, le modèle hydrologique, ça devient un réseau de neurones. Donc, ça fait très, très, très longtemps qu'on fait ça en recherche. Puis ça fonctionne vraiment très, très bien. Donc, souvent, les réseaux de neurones performent mieux que les modèles hydrologiques traditionnels. Pourtant, il n'y a pas vraiment d'utilisation opérationnelle. En fait, il y en a, j'en ai trouvé au moins une qui est dans le coin de Terre-Neuve, je crois, où il y a une agence opérationnelle qui fait des prévisions basées sur les réseaux de neurones, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Et je pense qu'on peut dire que c'est vraiment très, très rare. Et ça a été souligné dans un article en 2012. Donc, moi, à mon avis, il y a des raisons pour ça. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais j'en suis venue à penser que ça serait peut-être intéressant que les techniques de machine learning puissent être utilisées en hydrologie, non pas pour remplacer complètement les modèles hydrologiques à base physique ou conceptuelle, mais plutôt pour venir en support dans une chaîne de prévision. Puis quand je dis venir en support, c'est pour améliorer des parties de la chaîne de prévision qui sont strictement mathématiques. Donc, l'assimilation de données, c'est un peu ça, mais il n'y aurait pas seulement ça. Par exemple, on pourrait penser à des applications de techniques de machine learning pour faire du post-traitement ou du pré-traitement. Donc, c'est des opérations mathématiques qui n'impliquent pas faut que je fasse attention un peu à ce que je dis. Là. Ça n'implique pas des très, très grandes connaissances de fond sur les processus. C'est sûr que ça implique quelques connaissances, mais ce n'est pas comme de la modélisation hydrologique où on veut vraiment représenter là, les éléments du cycle de l'eau. Donc, il y a certaines étapes comme ça qui sont plutôt mathématiques et pour lesquelles on pourrait utiliser des réseaux de neurones. Donc, c'est un peu ça l'idée de départ derrière le projet. Puis ça va aussi avec ce schéma-là. Donc, ça, c'est un peu le schéma de la méthodologie de base. Là. Donc, c'est-à-dire qu'on veut utiliser les réseaux de neurones pour faire de l'assimilation de données. Là, je me rends compte que c'est peut-être pas tout le monde qui est familier avec ce que c'est de l'assimilation de données. Donc, je vais juste dire rapidement quelques mots là-dessus sans diapositive. Donc, en prévision hydrologique, on va avoir un modèle hydrologique, le même modèle qu'on utiliserait pour faire une simulation, par exemple. Et on voudrait éventuellement l'alimenter avec des prévisions météo pour obtenir en sortie des prévisions de débit. Sauf que dans un modèle hydrologique, il y a plusieurs éléments, plusieurs composants de calcul, disons. Et parmi ceux-là, il y a ce qu'on appelle des variables d'état. Des variables d'état, ça peut être plein de choses. Ça peut être, par exemple, l'équivalent en eau de la neige ou l'humidité du sol. C'est des variables qui ne sont pas des flux, typiquement, et qui décrivent, comme le nom l'indique, l'état du système selon le modèle à un instant T.
Et comme ça décrit l'état du système à cet instant-là, bien, c'est sûr que dans une perspective de prévision, on aimerait bien avoir, premièrement, le meilleur état de départ possible. OK? Parce que c'est sûr que si on ne part pas du bon état du bassin, bien, il y a des chances que toute la prévision soit fausse parce que le point de départ est faux. Donc, premièrement, on voudrait avoir un bon portrait de ça. Et idéalement aussi, on aimerait avoir un portrait de l'incertitude sur cet état-là. Parce que si je pense, par exemple, à l'équivalent d'eau de la neige, bien, on peut en avoir une idée, mais on n'est pas 100% certain de exactement c'est quoi l'équivalent en eau de la neige sur notre bassin versant. Donc, la simulation de données, bien, c'est un peu ça. C'est un peu d'avoir un bon estimé des variables d'état et de leur incertitude en faisant une espèce de compromis entre ce que le modèle a calculé, notre modèle hydrologique, mais aussi les observations qui sont disponibles jusqu'à ce moment-là, donc les observations dans la vraie vie sur différentes variables hydrologiques. Donc là, je reviens à mon schéma qui est séparé en deux côtés. Donc, pour la partie apprentissage, ça, c'est du langage de machine learning, la notion d'apprentissage. Ce qu'on veut, c'est que notre ensemble de réseaux de neurones puisse apprendre la relation entre des variables météo et le débit qui est simulé par un modèle, ici GR4J, et les variables d'état correspondantes. Donc, j'ai mon modèle GR4J, qui est un modèle hydrologique très, très simple. Ce modèle-là a des intrants. Dans le cas de GR4J, les intrants, c'est la précipitation, mais ici, ça va être les apports verticaux. Les apports verticaux, c'est la précipitation et l'eau de fonte, toutes mises ensemble. Et l'autre intrant, c'est l'évapotranspiration potentielle. Donc, ça, c'est les deux intrants de GR4J avec lesquels il peut simuler le débit. Donc, je ne sais pas si j'utilise ma souris, si vous le voyez, là, mais bon. Donc, j'aurais le débit simulé. Vous le voyez? OK. Donc, j'aurais le débit simulé ici. Le débit simulé, bien, il n'est pas parfait, OK? Mais normalement, on espère qu'il est directement corrélé aux variables d'état qui l'aurait comme généré, si vous voulez. Donc, ce débit simulé-là devient un intrant de mon réseau de neurones, ou en fait de mes réseaux de neurones, parce que j'en ai un ensemble de ça, j'en ai 100. Ça devient un intrant. Et je voudrais que le réseau de neurones apprenne la relation entre le débit simulé et les variables d'état qui l'ont généré. Si je laisse ça comme ça, bien, ça fait un problème qui est un petit peu mal posé parce que pour le même débit obtenu, il pourrait avoir plusieurs conditions hydrologiques différentes qui génèrent le même débit. Donc, le but d'ajouter d'autres intrants, c'est un peu de venir préciser chaque situation donnée. Donc, ici, j'ai marqué seulement température observée, mais c'est un exemple. Il pourrait y avoir d'autres variables hydrométéorologiques qui seraient utilisées en intrant. Donc, ici, ce que j'ai mis en bas, c'est juste un schéma générique d'un réseau de neurones. Donc, un réseau de neurones avec une seule couche cachée ici, c'est ce qu'on appelle un perceptron. Perceptron multicouche, en fait, multicouche, il pourrait avoir plus qu'une couche cachée. Donc, moi, j'en ai une seule. C'est la version à peu près la plus simple de ce que ça peut être un réseau de neurones. Donc, les entrées ici, c'est rien d'autre que des vecteurs. OK? Donc, c'est comme des séries temporelles. Donc, ici, QOL, c'est le débit open loop au pas de temps T. Il n'y a pas de temporalité dans un réseau de neurones. Donc, si je veux que le réseau de neurones soit capable de voir un pas de temps en arrière, bien, il faut que je lui donne une autre série qui est comme cette série-là, mais décalée d'une journée. Je suis en pas de temps journalier ici. Et même chose, décalée d'une autre journée, donc décalée de 2 journées, pour essayer d'apporter une notion de temporalité. Et je pourrais avoir la température observée, je pourrais avoir des précipitations, toutes sortes de choses. Donc, tout ça, c'est des vecteurs. Ça va être mes entrées. Ils sont reliés à ce qu'on appelle des neurones. Ici, c'est les points en rouge, les neurones. Des neurones, en fait, c'est juste des fonctions non linéaires. Et tout ça, c'est sommé. On ajoute ce qu'on appelle un billet, qui n'est pas vraiment un billet au sens statistique du terme. C'est comme juste un chiffre. Et on refait la même chose en sortie. Donc là, je n'ai pas mis de points, mais il y aurait aussi des neurones. Donc, cette fois-ci, en sortie, d'habitude, on met des fonctions d'activation, donc des fonctions linéaires en sortie pour obtenir, dans ce cas-ci, les deux variables d'état de GR4J. Donc,
ici, à l'étape d'apprentissage, on a juste appris cette relation-là entre le débit simulé et les variables d'état correspondantes. Moi, ce que je voudrais, c'est corriger les variables d'état. Donc, ce que je me dis, c'est que si dans la portion assimilation, je remplace le débit simulé par le débit observé que j'ai jusqu'à maintenant, en fait, et que je garde les mêmes autres variables d'entrée auxiliaire, bien, mon réseau de neurones devrait me fournir en sortie des valeurs de variables d'état qui sont, on l'espère, corrigées et que je pourrais réinsérer dans mon modèle GR4J pour, après ça, partir ma prévision ou continuer ma simulation plus loin. Donc, pour venir finalement corriger les variables de temps. GR4J, pour ceux qui ne le connaissent pas, je mets juste le schéma ici. Ce n'est pas moi qui ai fait le schéma, il est tiré de ça ici, là, de François Ayal 2011. C'est un modèle qui est semblable à plein d'autres, qui est basé sur un système de réservoirs en série. Puis en fait, ce schéma-là est surtout utile ici pour vous montrer c'est quoi les deux variables d'état. Donc, dans GR4J, les variables d'état, c'est les niveaux des deux réservoirs que vous voyez ici. Donc, ça, c'est le réservoir qu'on appelle de production, qui ressemble un petit peu à un sol, si vous voulez. Donc, c'est comme si le sol était représenté par une piscine et que quand c'est plein, ça déborde. Donc, en gros, c'est ça. Donc, ça a une capacité finie, sauf qu'à chaque pas de temps, bien, ce réservoir-là contient une certaine quantité d'eau, donc l'eau atteint un certain niveau. Ce niveau-là est une des deux variables d'état. L'autre variable d'état, c'est le niveau d'un autre réservoir qu'on appelle le réservoir de routage, donc qui tient lieu de schéma de laminage à GR4J. Évidemment, dans ce cas-ci, la particularité, comme ce serait le cas dans d'autres modèles du même type, c'est que les variables d'état de GR4J ne représentent pas des choses qui sont mesurables dans la vraie vie parce que le réservoir de production, c'est une vue de l'esprit, il n'existe évidemment pas. Dans d'autres modèles plus physiques, les variables d'état pourraient représenter des choses qui sont mesurables, comme par exemple l'équivalent en eau de la neige qu'on mentionnait tantôt. Donc, ici, c'est les deux hypothèses que je voulais vérifier avec cette expérience-là. C'est premièrement que les réseaux de neurones pourraient être utilisés pour faire de la simulation, selon le schéma que j'ai présenté précédemment, dans un modèle simple, pluie débit. Donc, en gros, l'hypothèse 1, c'est que je fais l'hypothèse que mon affaire, ça va marcher. Puis, l'hypothèse 2 me vient d'un co-auteur. Donc, ça, c'est John Quilty, qui est à l'Université de Waterloo, qui, lui, travaille beaucoup sur les détails, disons, des différents types de réseaux de neurones. Donc, lui voulait qu'on teste une sorte de réseau de neurones qui est différent du perceptron multicouche un petit peu. Ça s'appelle le Extreme Learning Machines. Donc, dans le fond, les réseaux de neurones, les perceptrons multicouches, ils ont besoin d'être entraînés. Alors que les Extreme Learning Machines, il y a une partie en fait du calcul qui est comme qui est un calcul analytique et on n'a pas besoin là, de faire cet entraînement-là. Donc, l'idée, c'est que ça va plus vite, en fait, les Extreme Learning Machines. Et lui pensait qu'il y aurait une meilleure performance que les perceptrons multicouches. Donc, ça, c'est notre deuxième hypothèse, c'est que ce type-là de réseau de neurones va faire mieux que les perceptrons multicouches qui sont les réseaux de neurones les plus courants en hydrologie. Bon, ensuite, d'un point de vue méthodologique, ça me prenait des bassins versants, puis je voulais m'assurer que ma méthode fonctionnerait bien, peu importe le climat. Donc, je voulais avoir quelque chose d'assez international. Donc là, vous voyez les bassins versants que je voulais prendre au début. Il y en a un pour lequel ça n'a vraiment pas marché puis que je n'ai pas gardé. C'est celui-là. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il est directement en plein milieu du désert. C'est une très, très longue chronique, mais c'est principalement des zéros. Donc, c'est vraiment très dur d'entraîner un modèle hydrologique là-dessus parce qu'il n'y a comme pas d'informations dans la série. Donc, on a fini par le laisser tomber pour la suite. Pour les autres, on les garde. Donc, ici, c'est juste pour montrer comment on a séparé les données. On a séparé la base de données disponible pour chacun des 3 bassins versants en 3 parties, des 4 bassins versants en 3 parties. Donc, il y a une première partie qu'on appelle calibration, une partie qui s'appelle validation et une partie qui s'appelle test.
La partie calibration, ben, c'est exactement ce que vous connaissez, c'est-à-dire qu'on prend ce jeu-là de données pour entraîner notre modèle, donc autant GR4J que le réseau de neurones, pour faire notre apprentissage, faire nos tests d'architecture et tout ça. Ce qui est peut-être un petit peu différent, c'est les deux autres jeux de données. Donc, le jeu de validation, lui, il sert à contrer ce qu'on appelle le surapprentissage. C'est qu'un perceptron multicouche puis un réseau de neurones en général, c'est vraiment quelque chose de très, très, très performant et ça peut tout extraire l'information d'une série de données, même le bruit. Donc, ce qui arrive, c'est que si on ne fait pas attention avec les réseaux de neurones, on peut tellement bien modéliser que notre modèle perd sa capacité de généralisation parce qu'il a appris aussi le bruit qui est dans la série de données, ce qui fait que quand on lui présente des nouvelles données, il ne performe pas bien du tout. Donc, on sert du jeu de validation pour voir que ce qu'on a obtenu en calibration, bien, quand on applique notre réseau de neurones pour les données de validation, la performance ne décroît pas. Si la performance décroît en validation, c'est qu'on est allé trop loin dans notre entraînement et qu'on est comme tombé dans le surapprentissage, puis que là, il faudrait revoir ça. Donc, à la toute fin, bien, mon jeu de test, comme le nom l'indique, c'est vraiment pour faire le test final et obtenir les vrais résultats sur des données complètement nouvelles qui n'ont pas été du tout utilisées pour la conception de l'outil. Donc, tous les résultats que je vais vous présenter, c'est pour les données de test, parce que c'est un peu à ça qu'ils servent. Ça, je vais passer vite là-dessus. C'est quelque chose que j'ai mentionné au début. Je vous disais que dans mes variables d'entrée, j'ai le débit, puis que j'ai d'autres variables hydrométéorologiques. Bien, ces variables-là, on ne sait pas initialement c'est lesquelles. Et puis, il existe différentes façons de faire des sélections de variables d'entrée dans les réseaux de neurones. Nous, on a choisi quelque chose qui est basé sur la théorie de l'information. Donc, ça vient de ce toolbox-là qui est disponible gratuitement là, sur Internet. Donc, vous avez un petit peu plus d'informations ici et dans les papiers qu'il y a là. Donc, dans le fond, c'est qu'on calcule la quantité d'informations qui est contenue dans différents jeux de données d'entrée. Et dans le fond, j'ai un pool de données d'entrée potentielles qui inclut tout ce qui est écrit ici et pour des pots de temps de 1 à 15 jours avant le pot de temps T0. T0, c'est le moment où je veux vraiment comme corriger mon état initial. Ça, c'est un peu l'article derrière la philosophie d'entraînement. Donc, je vous ai mentionné que je n'entraîne pas un seul réseau de neurones. Pourquoi? C'est parce que je veux avoir un ensemble pour avoir un petit peu un portrait de l'incertitude. Ce ne sera pas l'incertitude complète sur mes variables d'état parce qu'en fait, ça va être juste l'incertitude qui vient de l'initialisation de mes modèles de réseau de neurones. Mais ça va être quand même déjà ça. Donc, c'est un peu ce qu'on avait fait ici en 2010. Donc, on avait regardé en fait comment il faudrait entraîner les réseaux de neurones pour que l'ensemble au complet soit bon. Donc, tout ça, c'est basé sur des scores qui sont quand même assez connus, le CRPS et le score logarithmique. Ça me prend plus de temps que ce que je pensais, donc je vais passer vite là-dessus. Mais dans le fond, c'est deux choses qu'on veut minimiser. C'est très semblable à, surtout dans le cas du CRPS, c'est très semblable à la moyenne de l'erreur absolue. Donc, on veut faire les plus petites erreurs possibles. Donc, le CRPS, c'est bon quand c'est un petit chiffre. Puis, en fait, c'est la même chose pour le score logarithmique. C'est deux scores qui n'ont pas la même nature. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on fait quand on calcule le CRPS. C'est que mon observation de débit, bon, ici, c'est X, ce n'est pas du débit. Là, vous voyez, ça peut prendre des valeurs négatives. C'est juste pour avoir un schéma. Donc, l'observation ici est représentée par une fonction de Heaviside ou un échelon. Puis, je calcule en fait la zone en gris, qui est la différence entre ma fonction de densité de probabilité en bleu. En fait, c'est la fonction cumulative en bleu. Il y a un carré dans l'équation, donc ce n'est pas tout à fait ça. Mais en gros, c'est la différence entre ces deux choses-là. Et pour le score logarithmique, ce que je fais, c'est que là, je prends vraiment la PDF. Je vais chercher l'endroit où l'observation arrive et je prends le logarithme de cette densité de probabilité-là. En fait, je prends la valeur négative de ça.
Et dans tous les cas, je prends des valeurs moyennes sur une longue série de données pour avoir une idée de la performance. Ce tableau-là, c'est juste pour montrer en fait les valeurs, les données d'entrée, les variables d'entrée qu'on a pris pour chacun des bassins. Donc, vous voyez que selon le régime climatique, en fait, par exemple, Los Idolos qui est au Mexique, bien, il n'y aura pas nécessairement les mêmes données d'entrée que Mistassini. Et on a aussi testé différents nombres de neurones dans la couche cachée. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'architecture, la détermination de l'architecture des réseaux de neurones. Et donc, on cherche à tester ça. Puis ça, c'est le maximum de neurones qu'on va prendre pour chacun des bassins. Donc là, j'en viens aux résultats. Puis les premiers résultats, c'est vraiment sur justement comment établir l'architecture. Donc là, pour les perceptrons multicouches, il faut à la fois déterminer pendant combien de temps on les entraîne et combien de neurones on met dans la couche cachée. Donc c'est un peu, puis les deux sont reliés. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc là, ici, ça montre l'évolution des scores, donc le CRPS et le score logarithmique, qu'on veut, dans les deux cas, les plus faibles possibles. Donc l'évolution des scores en fonction du nombre d'époques. Donc ça, c'est le nombre d'époques d'entraînement pour différents nombres de neurones dans la couche cachée. Le N ici, c'est le nombre maximal qui était dans le tableau ici. Donc, par exemple, jusqu'à 28 pour Mistassini. On a fait le même test, mais un peu à l'inverse. Donc là, ici, on fixe le nombre d'époques d'entraînement, puis on teste, en fait, on fait varier le nombre de neurones pour essayer, en fait, avec ces deux expériences-là, on essaie de déterminer l'architecture de nos réseaux de neurones. Pour les Extreme Learning Machines, eux, il faut quand même déterminer il y a combien de neurones dans la couche cachée, mais on ne les entraîne pas. Donc, c'est un petit peu moins long. On a tracé aussi des diagrammes de fiabilité, encore une fois, pour différents nombres de neurones dans la couche cachée, différents nombres d'époques d'entraînement. Donc, je suis allée quand même jusqu'à 200, ce qui est vraiment beaucoup trop loin. C'est pour ça que les calculs ont été très, très longs. Mais on essaie, en fait, de faire en sorte que les intervalles de confiance correspondent bien à leur définition. C'est-à-dire que l'intervalle de confiance, par exemple, de 80 devrait contenir 80 des observations. Okay? Si ça, c'est effectivement le cas pour tous les intervalles de confiance, mes lignes de couleur devraient se retrouver sur la ligne en pointillé, pas en pointillé, mais en noir gras. Et on voit que, bon, c'est pas tout le temps le cas. Des fois, on est au-dessus, par exemple, mais on essaie d'être le plus possible sur la ligne. Comme par exemple, ici, en bleu, la ligne bleue, ce serait quand même pas mal. Donc ça, c'est 8 neurones et 5 époques d'entraînement dans le cas des perceptrons multicouches. Donc, avec tous ces outils-là, on en arrive à un choix d'architecture finale pour les réseaux de neurones, les perceptrons multicouches et les Extreme Learning Machines. Puis après ça, en utilisant ça, là, on peut vraiment faire notre assimilation de données. Donc ça, c'est un premier graphique qui est pour le bassin Mistassini. Je ne l'ai pas montré pour comme tous les bassins versants. Donc ça, c'est un exemple pour Mistassini. Pour les Extreme Learning Machines, avec 6 neurones, qui était notre choix final. Donc ce qu'on voit là-dessus, c'est d'abord en bleu, la variable d'état en open loop. Okay? Et tous les points en gris, ça représente les 100 valeurs obtenues en assimilation de données avec la technique de réseau de neurones pour ce bassin-là. Donc ça, c'est le niveau dans le premier réservoir, le réservoir de production, et le niveau dans le réservoir de routage. Comme je le disais plus tôt, on voit que c'est différent, mais c'est dur de dire qu'est-ce qui est le mieux parce que ce n'est pas des choses qu'on peut mesurer. La seule chose qu'on peut mesurer, c'est vraiment le débit. Donc ici, pour le graphique du bas, c'est le débit. On a le débit observé en rouge, le débit en open loop, donc sans assimilation de données, qui est obtenu avec la ligne pointillée en noir. Et encore une fois, en gris, les 100 points gris, c'est les 100 valeurs de débit simulées en utilisant les variables d'état assimilées avec les réseaux de neurones. Donc, ce qu'on voit d'abord, c'est que GR4J était déjà bon sans assimilation de données, parce qu'on voit en fait que la ligne pointillée noire est quand même déjà proche de la ligne rouge, mais on voit aussi, particulièrement ici,
que la méthode d'assimilation semble fonctionner, c'est-à-dire que quand j'insère les nouvelles variables d'état et que je fais ma simulation de débit, bien, je me rapproche encore plus du débit observé. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est le score logarithmique. Donc, on a pour référence la ligne pointillée ici qui est le score à T0, donc vraiment au moment de l'assimilation. Puis là, ce que je veux voir, ça, c'est ce qu'on appelle des prévisions parfaites. C'est-à-dire que je pars de T0, qui est le moment où j'insère ma variable d'état assimilée. Et puis après ça, je laisse aller, si on veut, le modèle pendant 10 jours, donc en lui fournissant la météo observée. Donc, je fais comme si mes prévisions météo, c'était les observations météo. C'est dans ce sens-là que c'est parfait. Par contre, les variables d'état, bien, elles, je ne fais pas de nouvelles assimilations pendant 10 jours, donc elles peuvent s'écarter un petit peu de la bonne valeur. Donc, tel qu'attendu, bien, le score logarithmique augmente. Donc, ça veut dire qu'il s'empire au fil du temps. Et c'est la même chose pour bon, les 4 bassins versants. J'ai oublié d'identifier les bassins ici, malheureusement. Ça, c'est Mistassini. Et pour les autres, je vais être honnête avec vous, je ne m'en souviens pas. Mais j'ai mes 4 bassins versants. J'ai fait la même chose pour le CRPS ici. Et après ça, bon, suite à des commentaires des réviseurs, j'ai inclus la décomposition, pas la décomposition du CRPS, elle est déjà là. J'ai inclus une comparaison avec une technique d'assimilation plus traditionnelle, disons. Donc, ici, on voit une comparaison des résultats qu'on obtient pour la nouvelle technique d'assimilation avec un fil d'ensemble de Kalman. Donc, ça, c'est l'autre point qui était une petite coquille dans le résumé. Ce n'est pas un fil particulier. Dans le résumé de la présentation d'aujourd'hui, on a indiqué un fil particulier. C'est vraiment un fil d'ensemble de Kalman. C'est le fil d'ensemble de Kalman qui est dans Hoopla, qui est une espèce de toolbox ou de terrain de jeu, en fait, de modélisation, de prévision hydrologique avec 20 modèles, avec différentes options pour la simulation de données, qui a été développé surtout par Antoine Thibault à l'Université Laval. Et dans Hoopla, on peut faire un fil d'ensemble de Kalman assez facilement, surtout si on lui laisse ses paramètres par défaut. Donc ici, il faut faire un peu attention à ces figures-là, donc pour le score logarithmique et le CRPS, parce que, surtout pour le score logarithmique, on dirait que le fil d'ensemble de Kalman est comme vraiment moins bon que la nouvelle technique d'assimilation. Ce qu'il faut voir, par contre, c'est que le but de cette comparaison-là, c'est juste d'avoir un ordre de grandeur et que ce n'est pas une comparaison qui est juste parce que je n'ai vraiment pas passé de temps sur le fil d'ensemble de Kalman et je ne l'ai pas calibré autant, en fait, je ne l'ai pas calibré du tout, alors que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à m'arranger pour que l'architecture de mes réseaux de neurones soit la meilleure possible. OK? Donc, je suis assez convaincue que si quelqu'un passait beaucoup de temps à faire le meilleur fil d'ensemble de Kalman possible, la performance serait bien meilleure. Mais l'idée, ce qu'on voit ici, c'est que c'est comparable. Okay? Donc, on n'est pas dans le champ avec notre nouvelle technique d'assimilation de données. Ça semble fonctionner au moins aussi bien qu'un fil d'ensemble de Kalman. Même chose pour le CRPS. Donc, c'est des résultats qui sont très concluants. Pour Mistassini, ce qu'on voit avec le CRPS qui est un peu intéressant, c'est que le fil d'ensemble de Kalman, initialement, il est meilleur, mais sa performance décroît plus avec l'horizon des prévisions parfaites. Donc, en conclusion, ben, si on revient aux hypothèses de départ, ben, l'hypothèse 1, on peut dire que dans les limites de notre expérience qu'on a fait, ben, est vérifiée parce que jusqu'à présent, ça fonctionne. Donc, c'est-à-dire que ça fonctionne ben, avec GR4J pour les 4 bassins versants qu'on a testés. Donc, c'est bon signe. Après, ben, je n'ai pas encore testé ça sur des modèles hydrologiques différents. Okay? Donc, il y a, par exemple, toute une panoplie de modèles hydrologiques de type avec des réservoirs en série, là, donc des modèles plutôt conceptuels. J'ai regardé seulement GR4J, je n'ai pas regardé des modèles à base physique, je n'ai pas encore testé dans un contexte distribué. Et évidemment, j'aimerais tester ça sur plus de bassins versants. Mais ça regarde bien pour l'hypothèse 1.
Pour l'hypothèse 2, ben, j'en ai pas beaucoup parlé, mais ça ne s'est pas avéré vrai. En fait, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que dans notre cas, les perceptrons multicouches ont en général performé pas mal mieux que les Extreme Learning Machines. Donc, ça nous a donné l'idée, en fait, de poursuivre en testant d'autres types d'algorithmes d'apprentissage machine. Donc, d'autres types de réseaux de neurones, mais aussi peut-être les random forests qui pourraient être intéressantes à tester. Donc, on est là-dedans à l'heure actuelle. Puis, finalement, une autre chose que je n'ai pas mentionnée jusqu'à maintenant, c'est que je vous ai dit au début qu'on n'a pas utilisé, il n'y a pas de neige dans mon affaire. C'est-à-dire qu'en intrant de GR4J, j'ai donné les apports verticaux. C'est-à-dire que j'ai géré la neige complètement à l'extérieur de ce cadre-là. Et la raison, c'est que les variables d'état reliées à la neige dans ces manèges, qui est le modèle de neige qui va avec GR4J, il y en a une, par exemple, que c'est la fraction du bassin qui est recouvert de neige. Bien, ça, à un moment donné, il faut que ce soit 0. OK? Puis ça ne peut pas être une valeur autour de 0, il faut que ce soit vraiment 0. Puis les réseaux de neurones ont vraiment du mal avec les zéros. Donc, ça ne fonctionnait pas bien. Et de façon globale, pour les variables d'état reliées à la neige, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça que pour les premiers tests, on a juste décidé de ne pas utiliser la neige et de ne pas assimiler la neige. Mais clairement, c'est la prochaine étape. C'est la chose la plus importante pour la suite. C'est vraiment la priorité. Donc, avec ça, on a publié un papier, c'est très récent, donc un papier de 2020 dans Water Resources Research. Donc, tout ce que je vous ai présenté là et même plus est dans ce papier. Et ben, c'est ça. Donc, on est en train actuellement de vouloir poursuivre cette expérience-là. Donc là, ma priorité, c'est vraiment d'inclure la neige. Et d'un point de vue purement technique, je suis actuellement en train de chercher le meilleur toolbox Python pour faire ça parce que toute cette expérience-là que je vous ai présentée s'est déroulée dans MATLAB et je cherche à abandonner MATLAB. Donc là, je suis en train d'organiser un peu les outils là, pour la suite. Donc, j'espère avoir pas... Ah mon Dieu, oui, j'ai dépassé le temps. Je vais arrêter de partager. Puis je ne sais pas si je peux voir les questions en même temps. Converser. OK. Je vais venir à la rescousse. Oui, viens à la rescousse. Ah oui, je vois les questions. OK. Ben, premièrement, en fait, je vais juste dire merci beaucoup, Marie-Amélie, pour la présentation. Puis juste pour préciser que vous allez pouvoir tous retrouver la présentation de Marie-Amélie Boucher sur le site de Centro, idéalement au courant de la journée. Et oui, c'est maintenant la période des questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Et Marie-Amélie, je t'inviterais à lire les questions d'abord. Et puis, juste à voix haute avant d'y répondre. Je pense que la première question, c'est moi qui l'ai posée. Oui, tu l'as posée, puis je la vois. Comment l'incertitude associée aux observations est-elle prise en considération lors de l'assimilation de données par cette technique-là? En fait, c'est une bonne question. Pour l'instant, elle n'est pas explicitement, dans le sens où on n'a pas... oui, c'est ça. C'est vraiment surtout l'incertitude sur l'initialisation du réseau de neurones, puis le fait que le modèle de réseau de neurones ne sera pas une approximation parfaite de la relation entre le débit et les variables d'état. C'est un peu à travers ça qu'on considère un compromis entre les observations puis le modèle. Mais clairement, ça pourrait être amélioré. Juste en faisant, par exemple, ce qu'on appelle du bagging, donc en faisant un tirage dans notre série de données, déjà, on pourrait ajouter une meilleure prise en compte de l'incertitude des données. Ensuite de ça, on pourrait carrément imaginer qu'on a des distributions d'incertitude autour, par exemple, de la série de débit, en fait, autour de nos variables hydrométéo. Puis pour le débit simulé, comme c'est le débit qui est simulé par GR4J,
sur lequel est basé l'apprentissage, ça sera un petit peu plus difficile. Je te dirais, c'est ça, Jean, c'est vraiment à travers le fait qu'on entraîne 100 réseaux de neurones qui sont tous initialisés différemment et qui vont tous apprendre la relation entre le débit et les variables d'état d'une façon comme imparfaite. Ce qui fait que quand tu vas fournir les données de débit observées, ben, ce ne sera pas comme parfaitement intégré par le modèle de réseau de neurones pour obtenir les nouvelles variables d'état. Je ne sais pas si c'est clair. Pour moi, ça va. Okay. Merci. Mais clairement, il y a place à amélioration. Partager l'article que j'ai présenté, vous voulez dire que je l'envoie en PDF à tout le monde ou parce qu'en fait, la référence, je peux peut-être le remettre à l'écran. Dans le fond, vous avez le titre, puis les auteurs et la revue. Puis ben, vous avez la référence complète en fait en bas. Ça ne me dérange pas de le partager en PDF non plus d'une quelconque façon. Vous avez mentionné que très peu d'opérateurs utilisent le machine learning dans leurs opérations. Je ne connais pas l'entreprise Flowworks, mais par contre, je veux juste préciser que opérateur, c'est vraiment opérationnellement en prévision hydrologique. Okay? Donc, c'est pour une, disons, catégorie d'opérations très spécifique. Donc, des gens qui font de la prévision hydrologique opérationnelle. C'est vraiment dans ce cadre-là. Mais je ne connais pas Flowworks. Après ça, pourquoi abandonner MATLAB? Pour plein de raisons. Parce que MATLAB, c'est quelque chose qui coûte cher et le fait que ça coûte cher fait en sorte qu'il n'y a pas une grosse communauté. Donc ça, c'est une des raisons. MATLAB, c'est aussi un langage de programmation qui n'est pas un langage général. Python, c'est quelque chose de beaucoup plus général et versatile comme langage de programmation. Donc, pour moi, je dirais que c'est les deux principales raisons pour essayer de tout orienter vers Python. Donc, le fait que ce soit gratuit, c'est qu'il y a une beaucoup plus grosse communauté d'utilisateurs. Et c'est ça, c'est un langage qui est juste plus général. C'est quoi les ordres de grandeur pour le temps de calcul? C'est marqué dans l'article, puis je ne le sais pas par cœur. C'est très rapide. Donc, dans le fond, sans donner de chiffres, il faudrait que je retourne voir dans l'article pour les temps précis. Ce qui a été extrêmement long dans cet article-là, parce que là, pour la petite histoire, je veux juste préciser que ça, c'était supposé être un projet d'été. OK? Je m'étais dit, ça va me prendre un été, ça va être le fun, ça me fait une petite expérience. Puis en fait, ça m'a pris 5 ans. Okay? Donc, ce qui a été vraiment long, c'est de tester toutes les possibilités d'architecture. Ça a été vraiment long, premièrement, parce que j'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, d'aller jusqu'à 200 époques. Okay? C'est vraiment trop. Mais j'ai regardé comme toutes les époques, une par une. Puis vraiment, toutes sortes de variables d'entrée, de choix de réseaux neurones. Donc ça, c'est extrêmement long, puis il a fallu paralléliser les calculs parce que ça n'avançait pas et tout ça. Mais une fois que c'est entraîné et qu'on a la bonne architecture, c'est vraiment, vraiment très rapide, là. Donc, juste pour le fun, je ne sais pas si je peux le trouver. Ah, je ne peux pas arrêter. En tout cas, mon Dieu, c'est quelques secondes. Okay? C'est vraiment pas long de faire comme l'application. Converser. De Peter, une question. Est-ce qu'il y a d'autres domaines de modélisation que la modélisation par réseau de neurones qui ont cette différenciation entre validation et test? Je ne le sais pas. Est-ce que. OK, bien peut-être que Julien Mallard a répondu oui. Donc, j'imagine que c'est ça. Moi, je n'étais pas au courant, mais je sais dans les domaines, dans le machine learning, on a ce risque-là de surapprentissage auquel il faut faire attention. Puis le fait de séparer en trois, c'est pas la seule façon de prévenir le surapprentissage, mais c'est une des façons. Antoine, les méthodes d'assimilation de données plus traditionnelles vont chercher des solutions proches dans l'espace des variables d'état. Souvent, les variables d'état ne sont que peu modifiées. Dans le cas d'assimilation de données avec un perceptron multicouche, qu'est-ce qu'il en est? Bien, en fait, on l'a vu un peu dans les figures. Est-ce que la cohérence entre les différentes variables d'état est maintenue? Pas nécessairement, non.
Est-ce que le fait que le réseau prédise 3 variables d'état, ben c'est 2 variables d'état à partir d'une seule mesure de débit peut nuire à cette cohérence? Oui, puis là, je pense que Peter disait qu'il était d'accord. Oui, en fait, c'est sûr, mais je pense que ce serait le cas. En fait, oui, même si les autres méthodes d'assimilation vont chercher des solutions proches, on est toujours à risque de briser le water balance, là, voyons, l'équilibre hydrique là, de notre modèle. C'est le cas ici aussi, puis clairement, oui, il faut faire attention à ça parce que les bilans hydriques, merci Jean. Donc, c'est ça, un réseau de neurones, même si ça s'appelle comme intelligence artificielle, c'est pas très intelligent. Il n'y a pas de physique là-dedans. Là. Donc, oui, c'est sûr qu'il faut faire attention aux solutions aberrantes. Puis, c'est un peu lié à ce que je mentionnais pour la neige. C'est que on a vu en fait beaucoup de solutions qui ne fonctionnaient pas du tout d'un point de vue physique quand on a essayé d'inclure la neige. Donc, c'est pour ça qu'initialement, on l'a laissé tomber. Puis c'est pour ça aussi que ça va être un plus gros défi d'essayer d'avoir quelque chose qui fait du sens d'un point de vue physique là, une fois qu'on va inclure la neige. Mon idée vers où je m'en vais par rapport à ça, c'est que j'aimerais avoir d'abord une classification des différentes situations en utilisant peut-être des random forests pour classer les types d'événements hydrologiques avant de faire de la simulation pour, entre autres, séparer il y a de la neige, il n'y a pas de neige, mais peut-être un petit peu plus finement que ça. Mais oui, on est tout à fait à risque là, de nuire à la cohérence. C'est un point à surveiller. Peter, j'étais d'accord sur ta décision d'abandonner MATLAB. Je le fais aussi et je le remplace aussi par Python et non R. OK, bon. De Alain Gauthier. Est-ce que pour définir une architecture de réseau neuronne, il serait aussi possible de contrôler le nombre de paramètres du réseau neuronne par rapport au nombre de données disponibles? Le nombre de données disponibles, vous voulez dire la longueur de la série de données ou le nombre de variables d'entrée? Parce qu'en fait, il y a un lien avec le nombre de variables d'entrée. C'est qu'il faut essayer de... idéalement, je pense que, comme dans n'importe quel processus de modélisation, c'est bien d'avoir un modèle qui fonctionne, mais qui est simple. Donc, l'idée, c'est qu'on ne veut pas avoir des variables d'entrée qui n'ajoutent pas une quantité d'informations significative à notre processus. Mais je ne suis pas sûre de comprendre bien la question, en fait. Contrôler le nombre de paramètres. Parce qu'en fait, c'est ça. Si c'est pour le nombre de variables d'entrée, nous, on a vraiment procédé par la technique que j'ai mentionnée, là, qui fait référence à la théorie de l'information, donc à la quantité d'informations qu'on a dans notre jeu de variables d'entrée. La référence avec le lien... OK, bon, ça, c'est pour la référence. Fait que vous l'avez ici. Vous devrez pouvoir trouver l'article facilement, je l'espère.